Je vous emmène avec moi au cœur de la magie nordique suite à un voyage que j'ai fait pendant 2 semaines sur l'île de Öland, qui est une île suédoise, dans laquelle il regorge d'histoires, que ce soit des pierres runiques, des cimetières vikings, mais aussi des histoires de sorcières ou encore de croyances populaires et de superstitions. J'ai pu aller explorer tout ça et je vous fais un retour de ce voyage en images évidemment. J'ai filmé plein de choses sur place et je vais vous raconter à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça raconte. Ce fut un voyage mystique, mais pas que. Là, aujourd'hui, dans cette vidéo, j'avais vraiment envie de me concentrer sur ces éléments plus liés à l'ésotérisme, qui est l'ADN de la chaîne de Mystic Moon. Mais sachez que j'ai aussi fait des petits vlogs un peu plus posés, un peu plus vacances, pour vous montrer d'autres choses, de la nature, de mon quotidien dans ce road trip. Et ça, c'est des vidéos que je partage sur ma chaîne personnelle, qui s'appelle Les Bonheurs d'Aliénor, et vous aurez le lien de la chaîne sous cette vidéo si ça vous intéresse de suivre plutôt cette partie de l'aventure. On commence en rentrant directement dans le vif du sujet avec une île, l'île des sorcières, l'île où il s'est passé beaucoup de choses en lien avec la sorcellerie et notamment la chasse aux sorcières. Cette île, c'est pas l'île de Öland en soi, là où j'ai passé mes 2 semaines de road trip, c'est une petite île qui est juste en face de l'île de Öland, qui s'appelle Blå-Jungfrun. C'est une île qui est donc située en mer Baltique au sud-est de la Suède. Avant de rentrer dans l'aspect sorcellerie, déjà c'est une île qui a des particularités au niveau de la nature, puisqu'elle regorge de pierres, de roches rouges, c'est un espèce de granit rougeâtre, et donc ça en fait déjà une ambiance assez particulière. C'est une île qui est devenue un parc naturel depuis, une réserve naturelle, avec du coup la possibilité d'aller sur place à des périodes de l'année pour marcher, pour faire des visites. Et il y a aussi quelques ressources touristiques autour de ce sujet de la sorcellerie. Alors pourquoi c'est relié aux sorcières? C'est d'après une légende en fait qui dit que sur cette île, les sorcières du Nord se réunissaient au Moyen Âge pour fêter, célébrer ce qu'on appelle le sabbat. Et cette île a une place très particulière dans les traditions suédoises, des traditions très populaires encore aujourd'hui. Donc c'est lié au mythe de la sorcière de Pâques. Alors c'est assez intéressant parce que en Europe est venue beaucoup la festivité autour de Halloween qui se passe fin octobre, où on va du coup représenter beaucoup les sorcières, où on va aller demander des bonbons, donc des bonbons ou un sort. Eh bien en Suède, ça se passe ça plutôt à Pâques, puisque c'est donc lié à cette légende de la sorcière de Pâques, et où on va justement aller mettre des sorcières un petit peu partout, devant les maisons, dans les villages, etc. Et c'est là où on va demander des bonbons ou un sort. Donc pour nous, en fait, les mythes autour de la sorcière, ça se passe à Pâques. C'est un mythe qui remonte au moins au XVe siècle et il raconte en fait que durant le jeudi saint, les sorcières volent vers un endroit appelé Blokuya, où selon du coup les traditions, ça peut avoir d'autres noms, mais en gros, elles allaient rejoindre le diable pour une nuit de sabbat et avant de voler vers ce lieu, elles capturaient des enfants pour les offrir au diable. Et donc c'est un lieu magique qui est souvent associé au lieu de cette fameuse île, Blå-Jungfrun, qui s'appelait initialement du coup Blokkuya. Désolée si je prononce mal. Ces légendes, elles ont nourri grandement la chasse aux sorcières qui a eu lieu en Suède de 1668 à 1676. Et donc ça commence en particulier avec le procès des sorcières de Mora. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais c'est juste pour vous planter un petit peu le décor de cette île. Les femmes ont été accusées d'enlèvement et de torture d'enfants sur l'île, avec souvent le témoignage des enfants comme preuve. Au total, c'est près de 300 personnes, principalement des femmes, qui sont exécutées durant cette période. Mais l'île a plein de superstitions, je vais vous en donner quelques-unes. Par exemple, les marins déposaient souvent des offrandes sur l'île pour obtenir la protection d'a priori des sorcières qui habitent l'île. Et il est aussi dit qu'il est interdit de cueillir des fruits sur l'île sous peine d'attirer une malédiction. Il y a même une croyance similaire qui explique que la malchance s'abat sur quiconque prend des pierres de l'île. Et alors ça, c'est très marrant parce que du coup, aujourd'hui, on peut encore visiter l'île. Et donc, on a toujours cette histoire de attention, si tu voles quelque chose sur l'île, tu vas te provoquer la malchance.
Ça permet aussi, cette superstition finalement, de préserver cette île qui est aujourd'hui une réserve naturelle. Mais il y a quand même des petits malins qui ont envie un petit peu de tenter et de vivre une expérience, de se donner le frisson en piquant des trucs sur l'île et notamment des pierres, des cailloux. Et quand ils rentrent chez eux, a priori, ça ne doit pas se passer très bien. Alors, est-ce qu'il y a une réelle malédiction ou est-ce que c'est la peur qui prend le dessus? Mais donc, ces voleurs de l'île renvoient à la mairie de l'île, à la mairie où est rattachée l'île, renvoient ces éléments qu'ils ont volés sur l'île pour espérer briser, arrêter la malédiction. Donc, les personnes qui s'occupent de l'île reçoivent régulièrement des cailloux qui ont été volés et donc ils les remettent évidemment sur l'île. Je trouve que c'est hyper intéressant, la force et la puissance de ces superstitions encore aujourd'hui, de ces croyances populaires. Voilà pour cette première petite visite que j'avais envie de vous faire découvrir, qui n'est pas exactement sur l'île de Hollande, mais qui valait le détour. Et donc on retourne sur l'île de Hollande avec la suite de cette expédition. On s'en va cette fois-ci en bord de mer sur l'île de Hollande pour un cimetière viking vraiment impressionnant parce qu'il y a un grand nombre de tombes. C'est un cimetière qui aurait plus de 1000 ans. Et donc c'est au bord d'un élément de nature qui est incroyable, qui s'appelle le champ de Neptune, qui sont des pierres en fait assez incroyables en bord de mer. Mais nous on va se concentrer là sur du coup ce cimetière viking. Comme je disais, qui a plus de 1000 ans et qui est souvent du coup avec des tombeaux en forme de cercle. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Donc des tombeaux qui sont signifiés par des pierres qui sont positionnées en cercle. Il y a quelques tombeaux où on va retrouver un petit peu des pierres levées comme des stèles, mais majoritairement c'est des pierres, des cailloux qui sont formés en cercle. Donc ce cimetière viking qui a plus de 1000 ans est associé aussi à une légende, qui est la légende de Fort Gaïa, et on raconte qu'il y aurait eu une grande bataille navale sur cette côte, donc, et l'un des navires ennemis, le Fort Gaïa, a coulé. Et après cette bataille, du coup, les morts ont été placés juste à côté de la côte, dans du coup ces tombeaux recouverts de pierres. Les archéologues, ils ont fouillé du coup ce lieu de sépulture en 1935. Ils y ont trouvé autant des hommes que des femmes que des enfants, avec tous les objets funéraires datant de l'époque viking. Et donc, on peut vraiment retrouver quand même 50 tombes. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Et ils sont construits à partir d'éclats de calcaire, de pierres grises. Voilà, donc c'est un petit peu tout ce qu'on peut retrouver sur la côte. C'est assez bien fait. Si un jour vous y allez, vous avez des panneaux d'information qui vous permettent de faire un circuit autour des tombeaux. Et ouais, c'est assez prenant de les voir en vrai. Donc je ne sais pas si vous aviez déjà entendu parler de tombeaux vikings, mais on est sur quand même des choses qui sont très grosses, avec beaucoup de pierres. Il y a les principes de pierre levée qu'on verra après, mais ces tombeaux avec les pierres en forme de cercle, je trouve que c'est vraiment impressionnant. Donc en gros, du fait qu'on y a retrouvé aussi des enfants notamment, ça questionne beaucoup cette légende que ce soit les ennemis tombés au combat et qu'il est fort probable que ce soit juste un cimetière. Mais je trouve la légende toujours intéressante à explorer. On continue avec la première pierre runite que je suis allée voir sur l'île de Hollande. Sur l'île de Hollande, il y a beaucoup, beaucoup de pierres runiques. C'est vraiment, je trouve, incroyable de voir ça. Je ne sais pas si vous savez, mais je suis passionnée par les runes de l'Ancien Futhark, qui est un alphabet avant tout, qui a permis en fait d'écrire, de communiquer par l'écrit. Et par la suite, on a pu associer à ces runes des croyances liées à des pratiques magiques et bien plus tard à des pratiques de divination. J'ai d'ailleurs créé tout un programme au sujet des runes, si ça vous intéresse, pour vous apprendre les runes, globalement, le fonctionnement, la divination, la magie. C'est vraiment tout un programme. Vous aurez le lien en description sous la vidéo. Donc allons visiter cette première pierre unique qui est la pierre qui s'appelle Tingsflisan. C'est une pierre qui se situe à Jokspingsvik, c'est juste à côté de Bornholm et ça se passe du coup sur la paroisse de Shopping. Bon, c'est plein de mots, peu importe. En gros, c'est une pierre unique qui a été érigée au XIe siècle.
Elle a une forme rectangulaire, elle mesure 280 cm de haut, donc 2,80 m, ce qui est énorme. Par contre, c'est pas très large, ça fait que 20 cm d'épaisseur. Et elle est considérée comme la plus grande pierre unique de Hollande, en sachant qu'il y en a beaucoup ici. La roche est une roche calcaire qui est gris clair et qui est juste à côté de l'église de Schioping. Et en arrière-plan, au-delà de la pierre, on peut voir du coup l'église, le cimetière. C'est vraiment un lieu assez incroyable. Moi, j'ai surtout été très touchée et très heureuse de voir ces runes qui sont gravées dans la pierre, vraiment de manière complètement traditionnelle, avec la couleur rouge qui est utilisée ensuite pour eh bien, teindre la gravure. Voilà, on est vraiment pleinement sur du traditionnel. Donc ça me touche beaucoup. Après, ça va sûrement vous faire déconstruire pas mal de croyances autour des pierres runiques en Suède, qui sont souvent en fait des pierres qui ont été érigées comme, on va dire, commémoration, des pierres commémoratives pour des proches qui ont disparu par exemple. Donc on n'est pas du tout sur de la magie, on n'est pas sur de l'ésotérisme. D'ailleurs, on n'a jamais pu assurer, prouver assurément que les runes ont été utilisées dans des contextes magiques. Même s'il y a des choses qui nous amènent à le croire et à le penser, il n'y a aucune certitude à ce sujet d'un point de vue historique. Donc, pour vous raconter l'histoire de cette pierre, elle a été érigée par 3 frères qui ont tous reçu un nom de famille commençant par Thor. Et avec ce mémorial, ils voulaient honorer leur père Gunfus. Et le texte, en gros, permet d'honorer leur père. Et donc, ça dit Thorer, Thorsten et Thorfast. Ces frères ont érigé la pierre en l'honneur de leur père Gunfus, que Dieu aide son âme. Et vous voyez ici, on a même d'ailleurs une croix chrétienne qui est sur la pierre, et on finit du coup avec un appel au Dieu unique, que Dieu aide son âme. Donc ça permet, je trouve, de relativiser et de prendre du recul sur un peu tout l'imaginaire collectif côté français sur les pierres runiques en Scandinavie, qui sont en fait très souvent simplement des pierres commémoratives. Moi, ce qui me touche, c'est de voir les runes gravées, de les voir utilisées dans leur contexte. Ça, pour moi, c'est très fort et très puissant. Et donc, juste à côté de cette pierre unique, il y avait donc le cimetière avec l'église. Évidemment, je suis allée voir. Ça m'a permis de vous filmer le cimetière. Alors, je ne vais pas forcément m'étaler dessus. J'aime pas bien filmer les cimetières par respect, tout simplement. Je voulais juste vous montrer en fait quelques images. Celui-ci, c'est pas le plus impressionnant, je trouve. J'en ai visité déjà des vraiment incroyables en Suède. Tout simplement déjà parce qu'on n'est pas du tout sur le même type de sépulture qu'en France, avec les cercueils qui sont enterrés et avec par-dessus la pelouse qui est remise. Donc il y a vraiment cette idée. Il n'y a pas, vous savez, de bloc de pierre, il y a juste la stèle. Et ce qui fait que on se balade dans le cimetière, on marche directement sur les tombes. C'est pas du tout vu comme un manque de respect. Et certains en fait cimetières en campagne sont vraiment des grandes étendues comme ça d'herbe avec des arbres. On est comme dans une forêt en fait, c'est vraiment magnifique et incroyable. Et donc après il y avait l'église et je me suis dit oh bah tiens je vais aller voir. Les églises en Suède sont les 3 quarts protestantes puisque c'est un pays protestant. Si vous ne le saviez pas, on est même sous une monarchie constitutionnelle protestante. Euh, un petit peu dans le même état d'esprit que l'Angleterre, ça peut vous aider à vous situer. Et donc, les églises protestantes, je trouve, sont pas incroyables de manière générale en Suède, à l'intérieur, mais j'avais quand même envie de faire un tour. Et j'ai bien fait, puisqu'en fait, il y avait toute une exposition de fragments de pierres runiques qui ont été retrouvés autour de l'église, etc. Alors, malheureusement, ce ne sont que des fragments. Et donc, toutes les explications étaient en suédois. J'ai essayé d'en traduire un maximum, mais je ne vais pas vous retranscrire les traductions ici parce qu'à chaque fois, ça dit fragment où il y a telle lettre, ça pourrait être le début de tel prénom, de tel mot. En fait, on n'a jamais pu reconstituer exactement une pierre en entier et exactement ce qu'elle pouvait signifier. Donc, il n'y a pas un grand intérêt dans de comprendre en fait qu'est-ce qu'il y avait écrit sur les pierres parce qu'on ne sait pas vraiment. Mais je trouve assez génial qu'ils aient pu rassembler tous ces fragments et qu'on puisse les voir. Voilà, c'est complètement gratuit si vous passez par là-bas. Donc sachez que de toute façon, de manière générale, en Suède, il y a très peu d'informations
historique et touristique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de pancarte nous disant qu'il y avait cette exposition dans l'église. Et il ne faut pas hésiter à pousser les portes et à aller voir par soi-même, et c'est comme ça qu'on découvre des pépites. Et on se retrouve maintenant à Trollskogen, qui est sur l'île de Öland, une forêt. Et en fait, ça veut dire littéralement la forêt enchantée. Et c'est un lieu assez extraordinaire, on va retrouver plein de choses. Donc c'est une réserve naturelle, c'est une ancienne forêt de conifères, et il y a des choses déjà magnifiques en termes de nature à voir là-bas, notamment des arbres qui sont quasiment couchés par le vent. Mais il y a aussi beaucoup de vestiges anciens qui datent depuis la préhistoire, et on peut y retrouver des tombes préhistoriques qui font, eh bien, encore une fois, des cercles qui vont être des tombeaux plus ou moins importants, plus ou moins grands. Il y avait cette idée que plus il était gros, plus il était grand, plus la personne potentiellement était importante. Et il se trouve que cette zone-là était une zone assez riche en termes de pêche, en termes de denrées, et ce qui fait que souvent ceux qui étaient là avaient un certain niveau de vie pour l'époque, si je peux dire, et ce qui fait que du coup on y retrouve aussi de très gros tombeaux. Il y avait aussi au cœur de cette forêt enchantée un puits, et il y avait un petit texte qui accompagnait ce puits. Alors c'est encore une fois des suppositions, on n'est pas sûr, mais il y aurait une légende et des superstitions autour de ce puits, puisque il s'agirait d'une eau magique, d'une eau sacrée, mais qu'on pouvait utiliser uniquement dans un but de guérison. Donc il ne fallait pas la boire autrement, sinon ça pouvait au contraire nous rendre malades. Donc il y a toujours un peu ce côté malédiction, et on l'utilisait en fait surtout souvent plutôt comme offrande, comme geste sacré. Il y avait beaucoup d'offrandes de libation qui se faisaient chez les Nordiques, donc le fait de verser du liquide sur la terre. Alors je sais pas du tout à quoi c'est dû, j'ai un petit peu réfléchi, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos, enfin j'ai trouvé quasiment aucune information autre que le petit panneau qu'il y avait en face du puits, et il y avait très peu de choses écrites. Mais je réfléchissais, je me disais, voilà, le rapport à l'eau et l'eau potable notamment à cette époque devait être bien compliqué, et c'est peut-être de là qu'a été créée cette légende, cette superstition. En tout cas, je trouvais ça très intéressant qu'ils aient pu le conserver, et puis de pouvoir voir ça dans cette forêt enchantée. Bon, et sinon, je me suis fait plaisir dans les visites des pierres runiques. Il y en a un petit peu partout sur l'île. Il faut savoir que il y en a même dans les jardins en fait des habitants de l'île, parce qu'il y en a vraiment partout. Et il se trouve que parfois il y avait des runes qui étaient là, mais le terrain a quand même été vendu. Tu peux aller la voir quand même sur le bord de la route. C'est assez fou en fait pour quelque chose qui nous paraît vraiment incroyable, vraiment presque de l'ordre du sacré. Finalement ça rentre complètement dans la vie quotidienne des personnes. À chaque fois on va être sur différents types de pierres uniques qui souvent datent du XIe siècle en gros, et la plupart du temps avec, comme je vous disais, toujours le même type d'inscriptions qui sont plutôt pour honorer des défunts disparus, ou ça peut être aussi pour honorer une victoire d'un combat, d'une bataille, ce genre de choses. Et des fois, en fait, c'est même juste pour signifier j'ai été là. C'est le cas de la rune Œuvre Brugby, où en fait il est dit en inscription Sven a fait ceci, a été là, a fait ça, d'après son père Vicar. Le fils unique a lui-même érigé la pierre. En gros, c'est pour dire j'ai été là ou j'ai fait ça, et du coup j'ai érigé une pierre. Voilà, c'est vraiment ça en grande majorité de toute façon les pierres uniques. Ne vous attendez pas à avoir des pierres uniques en lien avec la mythologie nordique ou avec la magie nordique, parce que c'est vraiment pas le cas. Il faudrait pas que vous soyez déçus. Ça n'enlève rien pour moi à la magie de voir les runes gravées, mais je préfère voilà, expliquer le fondement et l'explication, la signification de ces pierres. On a revisité un cimetière viking, on est toujours sur le même principe que ce que je vous expliquais au début, sauf que, enfin ce que je vous expliquais à plusieurs reprises, en fait on a fait plein de cimetières vikings, mais à chaque fois c'est la même chose, sauf que jusqu'à maintenant on a eu plutôt des pierres déposées en forme de cercle, et là on était beaucoup plus sur le système de pierres levées, donc je trouvais intéressant de vous montrer aussi ces images qui montrent quelque chose d'un petit peu différent. Et là, on va continuer avec autre chose qui est vraiment très intéressant, je trouve. C'est un site sacrificiel qu'on retrouve au fort d'Eketorp.
et qui a été reconstruit du coup, sur l'île d'Hollande. Et c'est un des premiers musées d'histoire vivante qui combine une reconstitution archéologique avec tout un programme d'archéologie, d'archéologie expérimentale et d'éducation populaire. Et la mission du fort d'Eketorp, c'est vraiment de faire revivre l'âge de fer suédois. Donc on est aux alentours de 500 avant Jésus-Christ jusqu'à 1000, je crois, après Jésus-Christ. Et ouais, du coup, entre moins 500 jusqu'au Moyen-Âge, quoi, si je résume. Et on va avoir du coup des reconstitutions, etc. Et puis notamment la reconstitution de ce site sacrificiel que j'ai trouvé impressionnant. Je pourrais en faire toute une vidéo dédiée, tellement qu'il y a de choses à dire. Donc en gros, quand ils ont fait les fouilles à Eketorp dans les années 60-70, ils ont trouvé les vestiges d'un lac qui n'était pas très profond et qui était juste à l'extérieur du fort. Et même si le lac a vraiment été asséché récemment, il y a un petit trou d'eau qui existe encore, que vous pouvez voir sur les images. Et à l'extérieur, donc, du fait qu'en fait il y avait quasiment plus d'eau, ils ont pu faire des fouilles et retrouver énormément de tiges de noisetiers, d'ossements de bovins, de chèvres, de moutons et de plusieurs chevaux. Il y a une concentration énorme de crânes, d'os, de jambes de chevaux, mais vraiment très impressionnant en termes de nombre. Et ça ressemble beaucoup à d'autres sites de l'âge de fer en Scandinavie qui ont révélé des aspects similaires à des sacrifices, surtout des chevaux, a priori moyens par lesquels les hommes préhistoriques communiquaient avec leurs dieux. Donc, par exemple, dans la tourbière de Skedmos, sur l'île de Öland, c'est plus d'une centaine de chevaux, d'ossements de chevaux qui ont été retrouvés. Donc c'est vraiment énorme. Et donc ce lac situé à l'extérieur du fort servait de lieu de sacrifice a priori. Et donc en 2004, ils ont décidé de reconstruire cet aspect du site afin d'illustrer les croyances religieuses de l'âge de fer. Pour conclure avec ce lieu, en gros, on pense que le lieu était délimité par des branches de noisetiers qui permettaient de faire le tour de la zone sacrificielle. Et en fait, les crânes qui étaient offerts, c'était pas juste des animaux qui étaient tués pour être tués. C'est pourquoi il y a déjà une grosse quantité de cheval, c'est parce que le cheval était considéré comme un animal sacré, lié à la fertilité, au dieu de la guerre également. Et donc il y avait cette idée que le cheval était utilisé dans le quotidien, il faisait partie en fait de la vie du quotidien et qu'à un moment donné le cheval était tué pour utiliser sa viande pour manger. Donc ils mangeaient la viande de cheval et quand la viande avait été récupérée, ils offraient les crânes notamment en offrande. Désolée si ça peut être dérangeant, déplaisant, pas très agréable à entendre, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu de quoi il s'agissait. Donc on remettait les crânes comme offrande pour honorer l'animal et puis les dieux, les esprits qui étaient associés. Même si en soi ça peut être un peu dérangeant, je trouve intéressant qu'à cette époque on honorait l'animal jusqu'au bout et que on ne jetait pas ses ossements, qu'on les offrait, qu'on sacralisait en fait l'animal. Ça reste un questionnement, je trouve intéressant. On continue avec un autre cimetière. C'est un cimetière qui m'a vraiment impressionnée. C'est le site de Getlinge. C'est un site ancien de la paroisse de Södra Möckelby. C'est dans le sud de l'île de Öland. Et c'est l'un des plus grands cimetières de l'île de Öland. Il a une longueur de près de 2 km. Il est situé le long de la route, donc on ne peut pas le louper. Et aujourd'hui, il reste 200 tombes. À l'origine, il devait y en avoir 250. Mais il y a eu pas mal de pillages pour récupérer ce qu'il y avait dans les tombeaux, quoi. Il y a notamment une partie du cimetière avec des pierres levées qui forment comme un bateau. C'est vraiment impressionnant à voir. Donc on a ce vestige qui compte aujourd'hui 200 tombes. La plupart, c'est vraiment des pierres levées, hein, qui dateraient du coup de la fin de l'âge de bronze et de l'âge de fer également. Donc c'est des cercueils en pierre avec des squelettes du coup qu'on a pu retrouver à l'intérieur. On a pu retrouver pas mal de choses. Donc déjà il y a cette espèce de blocs de pierre mis les uns à côté des autres qui fait quand même 30 mètres de long. C'est 23 blocs de granit surélevés les uns à côté des autres. Ça c'est quand même vraiment incroyable je trouve.
Et donc ils ont fouillé une quinzaine de tombes en 1900 pour voir un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur. Et dans des fouilles archéologiques, ils sont tombés majoritairement sur des tombes d'hommes avec pas mal d'armes, mais beaucoup ont été pillés, comme je disais, hein. Mais ils ont quand même réussi à trouver quelques éléments pour voir un petit peu le type de cimetière que ça pouvait être. Donc on est plutôt sur un cimetière qui évoquerait les retours de champs de bataille, puisque c'est surtout des hommes avec des armes. Voilà pour ce cimetière. Le lieu est vraiment hyper apaisant. Enfin, il est incroyable, mais en même temps, bah, c'est ça que j'aime bien en Suède, c'est que tout est en cœur de la nature. Les pierres levées comme ça, elles, elles se fondent en fait dans la nature. C'est pas des monuments incroyables, c'est juste des pierres qui sont posées. Mais c'est en ça que je trouve que c'est incroyable justement. C'est comment c'est pleinement intégré dans le paysage et dans la nature. Ma pierre runique préférée parce que on évoque enfin un dieu nordique. On est beaucoup plus sur l'aspect païen nordique avec cette pierre runique qui est en plus l'époque où j'y étais en tout cas au milieu d'un champ de blé. C'était incroyable parce que tu avais cet immense champ de blé qui était coupé autour de la pierre runique. Il y a vraiment un respect des lieux qui est assez incroyable, même si malheureusement il y a beaucoup de vestiges qui ont pu être détruits pour des recherches, des fouilles, pour plutôt du minerai, ce genre de choses. Voilà, il y a quand même une conservation qui est assez incroyable. Donc c'est la pierre unique de Karlevy, j'ai dormi à côté. Voilà, il y a un parking en fait juste à côté, on est resté dormir au parking. Et voilà, j'ai passé la nuit avec cette pierre. Et donc, elle est toujours sur l'île de Öland en Suède. Elle serait datée de la fin du Xe siècle. C'est l'une des pierres runiques les plus connues et les plus importantes de toute la Suède et même de toute la Scandinavie. Donc c'est vraiment pas rien, parce qu'elle constitue le plus ancien enregistrement d'une strophe de vers runique. Donc on est sur ce qu'on appelle une strophe skaldique qui est complète. C'est incroyable. Voilà, vraiment c'est quelque chose qui est unique. Je sais pas si vous comprendrez ou vous vous projetterez là-dessus, mais c'est incroyable d'avoir un poème runique entier sur une pierre comme ça. C'est extrêmement rare. Donc voilà, j'ai été très touchée d'avoir pu être là. Et notamment, elle se distingue puisqu'elle fait la mention de la fille de Thor ainsi que de Vidar. C'est l'un des noms d'Odin qui en fait le nomme en tant que chef. C'est ce qu'on appelle un Kennings. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça s'appelle en fait des périphrases métaphoriques pour désigner un dieu. On pense notamment qu'elle ce seraient des survivants de la bataille du Ferrisvellir qui auraient érigé cette stèle. Il faut savoir que Thor était quand même aussi une divinité beaucoup associée aux guerriers sur le champ de bataille. On faisait beaucoup appel à Thor pour ça, pour se donner du courage. C'est une pierre qui est en granit qui mesure 1,4 m de haut, donc c'est quand même pas mal. Et on peut voir du coup des têtes de dragons, de serpents attachées aux extrémités qui sont dans l'inscription runique. On y voit aussi le marteau de Thor, donc le Mjolnir. Voilà, donc c'est. J'ai été trop touchée et trop heureuse de le voir, quoi. Bon, je vais pas m'éterniser, mais ça a été vraiment un des moments les plus puissants pour moi. J'ai vraiment été comblée et heureuse de voir cette pierre. Il y a plein d'autres choses encore à découvrir et explorer sur cette île de Öland, mais je pense que je vous ai déjà partagé un certain nombre de choses hyper intéressantes. J'espère que j'aurais pu vous faire voyager le temps d'un instant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a plu, si ça vous a intéressé. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, ça me soutient, ça me donne de la force. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour découvrir de prochaines vidéos sur la chaîne de Mystic Moon. Merci encore et à bientôt.